Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette séquence vidéo pour la présentation des résultats 2022 du groupe Lançon BCC. Comme d'habitude, cette présentation va s'effectuer en deux parties. Je vais d'abord vous parler de la Champagne en général en quelques instants, et puis ensuite nous regarderons de plus près ce qui s'est passé dans notre groupe. Et enfin, j'aurai le plaisir de donner la parole à nos principaux patrons de maison qui vous expliqueront plus en détail ce qu'il en est advenu de chacune de nos maisons. Voilà, alors 2022, si je vous dis que la vendange a été bonne, vous le savez déjà, on y reviendra. Vous avez peut-être déjà reçu les chiffres aussi de vente par le CIVC, puisqu'ils ont été largement publiés dans la presse, mais je rappelle que la Champagne, dans son ensemble, a atteint un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 6 milliards d'euros, hors taxes des parcaves, bien sûr, ce qui représente à peu près 3 fois cela en termes de consommation. Ce chiffre d'affaires est en hausse de 5,3%, alors que dans le même temps, les volumes n'ont progressé que de 1,6% pour atteindre le chiffre de 326 millions de bouteilles. C'est celui-ci qui a été déjà publié. Ce chiffre de 326 ne constitue pas un record, puisque en 2007, nous avions atteint 339 millions de bouteilles, mais le chiffre d'affaires était inférieur. En effet, comme vous le voyez sur ce graphe, en 1985, les ventes de champagne étaient de l'ordre de 195 millions de bouteilles. Donc le record, on vient d'en parler, en 2007, 339 millions de bouteilles, et là, nous sommes à 326. C'est donc une dizaine d'années un peu difficiles que nous venons de traverser, et évidemment le Covid n'a rien arrangé avec le fameux trou d'air à 244 millions de bouteilles. Mais enfin, ce qui est encourageant, c'est de voir que l'image du champagne et que la demande de champagne ne faiblit pas dès lors que les consommateurs auront la possibilité de sortir de chez eux, et malgré la hausse des prix. Puisque pendant ce temps-là, ce que nous constatons, c'est que la valeur, elle, a progressé à peu près constamment. En dehors de l'épisode 2020 dont je viens de vous parler, nous voyons que pendant toute cette période, la valeur, ce qui est sur le slide que vous voyez en ce moment, la courbe du haut, a progressé pour atteindre les 6 milliards, et alors que les volumes, eux, ont un peu stagné, disons, dans cette dernière période. Tout ceci s'est fait avec des mouvements de fond assez importants. En effet, le marché français a subi une décroissance assez régulière pendant toute cette période, mais Dieu merci, les ventes à l'exportation ont pris le relais. Dans le même temps, les ventes dans l'Union européenne se sont plutôt bien tenues. En ce qui nous concerne, j'y reviendrai plus en détail dans les comptes du groupe tout à l'heure, mais vous voyez sur le slide qui vous est montré maintenant les chiffres de l'interprofession. Alors, l'interprofession, en haut, vous avez les volumes, en bas, vous avez les valeurs. L'interprofession a enregistré plus 1,3 à l'export, alors que nous avons fait plus 2,5. Ce sera un des éléments importants de la performance dont nous parlerons tout à l'heure, et je reviendrai donc d'ici quelques minutes. La vendange 2022, elle a été largement à nouveau commentée dans la presse. Vous avez vu de belles images de télévision. En effet, la saison agronomique a été parfaite. Tout s'est parfaitement bien passé. On ne peut rien reprocher à la climatologie cette année, contrairement à l'année dernière où ça avait été un peu délicat. Comme vous le savez, cette année, tout s'est merveilleusement déroulé. Le résultat des courses, c'est que la vendange est d'excellente qualité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle donne un volume potentiel assez important qui remplace un peu plus que les sorties de l'année, avec un rendement autorisé de 12 000 kg par hectare. Donc, vendange, bravo. Incidence sur les stocks, parfait. Le seul petit point noir, c'est la flambée du prix du raisin. J'aurai aussi l'occasion d'y revenir. En ce qui concerne maintenant précisément notre groupe, vous avez eu l'aperçu de la répartition de nos ventes, et donc je vous ai un petit peu déjà dit pourquoi nos résultats sont en progression. Vous voyez sur ce slide le compte de résultats et son évolution. Il est très important de prendre quelques instants pour le regarder en profondeur. En effet, vous voyez que le chiffre d'affaires a progressé de 6,7%, mais que la marge brute a progressé de 29,9%,
et que le résultat opérationnel courant, lui, a progressé de presque 65%, puisque toutes les charges fixes étaient bien absorbées par la modeste progression du chiffre d'affaires. Cette progression de chiffre d'affaires, cela avait été déjà communiqué dans le mois dernier, quand nous avons annoncé notre chiffre. Il s'est fait, j'allais dire, en parallèle, parce que je ne veux pas dire au détriment, elle s'est faite en parallèle à une légère baisse des volumes expédiés, mais c'est volontaire. En effet, nous avons préféré ne pas risquer de brader certains volumes, et donc nous avons préféré nous retirer de certains marchés, et nous avons très clairement, pour la 3e année consécutive, et privilégié la valeur au détriment des volumes s'il le fallait. Donc nous faisons globalement une petite contre-performance par rapport à la profession en termes de volume. Par contre, nous faisons une surperformance en termes de prix moyen. Et nous verrons cela dans quelques minutes. Alors, je reviens au compte de résultats. Ceci explique que le résultat avant IS se monte à 51 millions. Il y a des produits non courants là-dedans, tout de même, de l'ordre de 5,6 millions. Donc, ça veut dire de l'exceptionnel en vieux français, c'est-à-dire des éléments que nous ne retrouverons pas. Alors, il y a nous l'avions déjà annoncé au premier semestre, la résolution en notre faveur d'un litige concernant une cotisation C3S qui nous avait été abusivement réclamée 2 fois. Nous avons heureusement gagné ce litige contre l'administration. Et puis, le reste, c'est des reprises de provisions essentiellement concernant les engagements sociaux sur les retraites ou les mutuelles, voilà, des salariés. Donc, en dehors de ces 2 points exceptionnels et non récurrents par définition, le reste de la performance est satisfaisante. Et vous voyez, le résultat net du groupe atteint un chiffre de 38 millions contre 19 l'an passé, ce qui, ramené à l'action, donne un résultat de 5,74 € par titre. Voilà pour ce qui concerne le compte de résultat. Je pense que vous avez pu bien voir le slide suffisamment longtemps pour noter tout ce qui vous intéressait. Alors maintenant, nous allons parler du bilan. Le bilan au 31 décembre, vous savez que c'est une photo à l'instant T, alors que le compte de résultat, c'est plus intéressant parce que c'est le film de l'année. Mais la photo à l'instant T donne ce que l'on a et ce que l'on doit. Alors, à l'actif, sur la partie gauche, nous avons tout ce qui concerne essentiellement, évidemment, les immobilisations corporelles, c'est-à-dire les vignes, les bâtiments, et puis les incorporels, c'est-à-dire essentiellement les marques, les fonds de commerce. Et puis en dessous, nous avons les stocks qui sont évidemment la partie la plus lourde du bilan, puisqu'il y a 536 millions d'euros de stocks dont vous avez la ventilation. Et à la droite du bilan, au passif, donc, nous avons le capital. Je vous rappelle que le nominal de l'action a été doublé en incorporant des réserves un peu plus tôt dans l'année. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau, le capital est de 135 millions, mais nous avons quand même des réserves consolidées de 148 millions. Et puis, le reste, ça donne donc 324 millions de capitaux propres. Et le reste de ce qui finance tout cela, c'est donc de la dette et puis du crédit fournisseur. Donc nous avons nos dettes financières sur stock et puis nos dettes financières sur investissement. On les a séparées pour que vous voyez un petit peu clairement ce dont il s'agit. Alors la dette financière sur stock, elle est plus faible que l'année dernière, mais c'est une situation un peu momentanée. En effet, ça tient tout de même au fait que nous avons eu 2 petites récoltes en 2020 et en 2021. Donc nos stocks ont eu tendance à baisser à un niveau dangereux. Ils avaient atteint 3,4 années de vente. C'est quand même faible. C'est un petit peu remonté en fin d'année grâce à la récolte 2022. Mais donc nous avons aussi une dette envers les fournisseurs. Vous voyez la dette fournisseur en bas, elle est passée de 87 à 137, quasiment 136. Donc vous avez là la grande différence liée à la belle vendange. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu du profil de cette dette financière, si vous voulez, parce que c'est évidemment la dette aujourd'hui un grand sujet de préoccupation. Bien entendu, c'est tout à fait logique. Nous n'entendons parler depuis 1 an que de hausse des taux d'intérêt. Et naturellement, cela nous préoccupe comme toute entreprise qui doit financer des stocks ou des investissements.
Donc tout confondu, cette dette est en légère baisse. Elle est passée de 482 à 467 millions, comme vous le voyez. 87% de cette dette concerne le financement des stocks. Les stocks, vous le savez, ont vocation à tourner, à être vendus, n'est-ce pas? Donc le montant de dette est adapté à la taille de la vendange, dans le fond, et chaque année, nous la révisons avec des crédits de vieillissement. Nos banques de la région connaissent bien ce système qui consiste à accompagner la durée de maturation d'une bouteille de champagne qui est de l'ordre de 4 ans. Et nous avons pour cela un petit peu de crédit fournisseur puisque nous payons la vendange en 4 échéances et puis des crédits dits de vieillissement qui en général sont de l'ordre de 3 ans. Nous avons aussi des investissements à financer. Ceux-là, nous les finançons avec des crédits à long terme, c'est-à-dire en général c'est du 10 ans, parfois du 7 ans. Les crédits d'un investissement représentent 57 millions sur cet ensemble. Ce qui est intéressant maintenant, et vous le verrez dans le slide qui suit, c'est que le gearing a progressé et il est maintenant à 1,42. Donc il s'améliore légèrement, petit à petit. Alors, il est possible qu'il remonte un petit peu cette année pour la raison que je viens de vous expliquer de la très grosse récolte 2022, car elle était grosse en volume, mais aussi très très chère en prix, avec une hausse de prix du raisin de l'ordre de 10%. Donc, ce gearing est là, a atteint un point que nous cherchions à atteindre depuis assez longtemps, mais il est à un niveau très favorable. La dette financière, elle dépend donc des stocks, comme je l'ai dit, elle dépend aussi des investissements. Chacune de nos maisons a des projets et donc nous devons constamment arbitrer entre ces projets. Ils sont évidemment affectés en fonction des besoins, mais aussi du retour que ces investissements peuvent proposer. Et nous avons cette année investi de l'ordre de 13 millions d'euros. C'est un rythme à peu près moyen. Vous observez sur cette courbe que certaines années, c'est beaucoup plus, surtout si nous avons acquis des vignobles, mais vous savez que ce n'est pas notre vocation. Nous le faisons de temps en temps quand c'est une situation qui est nécessaire pour accompagner certains de nos vignerons partenaires, mais nous n'avons que 150 hectares de vignobles en propriété, alors que nous utilisons la récolte de plus de 1600 hectares. Donc vous voyez que notre vignoble ne représente qu'un petit 9% de nos besoins en raisin. Et c'est très très cher et c'est des retours sur investissement très longs. Donc nous ne pourrions pas, en dehors du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vignes à vendre, nous ne pourrions pas nous permettre, bien entendu, d'acquérir nous-mêmes tous les vignobles qui nous seraient nécessaires. Voilà, donc cette dette, je vous en reparlerai au fur et à mesure de nos communications. Les taux d'intérêt quadruplent quasiment par rapport à ce que nous avions payé. Il est évident que nous avons des frais financiers qui aujourd'hui vont représenter plus de 1 euro, voire 1,50 € par bouteille commercialisée. C'est énorme par rapport à ce que nous avons connu dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Le résultat net consolidé est donc satisfaisant et en bonne voie. Il n'est pas là par hasard, il est le résultat du travail de nos patrons de maison et de leurs équipes qui ont, depuis quelques années, bien entendu, c'est ce qu'ils leur est demandé, ils sont là pour ça, appliquer une stratégie de valorisation. Je l'ai annoncé plusieurs fois. Cette stratégie a été contrariée par le Covid en 2020, mais 2021, elle a montré sa pertinence et en 2022 encore plus. Ce résultat est donc assez satisfaisant, même si nous avons une ou deux contre-performances dans le groupe. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Globalement, le résultat est très satisfaisant grâce principalement à la maison Lançon, mais aussi à nos maisons de traditionnel. Ça a été plus difficile avec nos deux maisons Burtin qui livrent la grande distribution et surtout Chanoine Frères qui a contre-performé. D'ailleurs, j'ai dû prendre une mesure de changement de direction dans cette entreprise. Donc ça ira mieux cette année. Voilà, donc ce résultat, en tout cas, nous pouvons déjà en féliciter quand même nos équipes. Il va dans la bonne direction et nous permettra de proposer un dividende d'1 euro par action, ce qui laissera quand même encore la belle part du résultat à l'entreprise, puisque ce dividende ne fait que
respecté une promesse que j'avais faite avec un an de retard, puisque nous avons eu ce Covid entre-temps, mais enfin, arriver à 1 euro, c'était quelque chose de légitime, et tout cela en ne représentant que 17% du résultat, c'est-à-dire que 83% du résultat reste dans l'entreprise pour financer le développement et la consolidation du groupe. Vous voyez sur ce slide que depuis l'introduction, qui n'est pas très ancienne finalement, puisqu'il y a moins de 30 ans, le cours d'introduction était de 4,95 €. À l'époque, il y avait 3,62 € d'actifs par action. Aujourd'hui, le cours est à 31,80 € alors qu'il y a 47 € d'actifs par action. Vous voyez que nous avons, je crois, une marge de progression, d'appréciation du cours. Alors évidemment, c'est aussi une question de rentabilité. Nous avons traversé la période de 2008-2011 et les difficultés du marché français, comme toutes les maisons de champagne. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des perspectives plus favorables, malgré les incertitudes économiques. Évidemment, il est très difficile de se prononcer sur ce que va donner l'économie mondiale dans les mois qui viennent. Globalement, en ce qui concerne la Champagne elle-même, ça peut paraître contre-intuitif, mais la demande reste assez solide. Et je crois que les pays où il y a du pouvoir d'achat continuent et continueront à vouloir célébrer la vie d'une manière générale, car le champagne, effectivement, comme disait Napoléon, dans la victoire, je le mérite, et dans la défaite, j'en ai besoin. Et qu'on ait le moral ou qu'on ne l'ait pas, le champagne est, à mon avis, indispensable. Voilà ce que l'on peut dire, en tout cas pour le futur. Alors, les perspectives du groupe, je vous affiche un petit slide. Vous savez, vous connaissez notre philosophie, c'est que nous sommes d'abord un pure player, et nous allons le rester. Nous avons très souvent des propositions d'investir dans d'autres domaines. On regarde parce qu'il ne faut pas être idiot, mais enfin pour le moment, nous estimons que nous avons encore beaucoup à faire en Champagne et beaucoup à faire pour améliorer encore la performance de nos maisons. Deuxièmement, nous avons engagé clairement, et le nouveau management qui a été mis en place en 2019 avait cette mission, et il a toujours cette mission, même si ça a failli chez Chanoine et que nous sommes obligés de reprendre le dossier en main, mais la mission, elle est claire, c'est le développement de la valeur. Nous sommes là pour créer de la valeur, sinon nous n'existons pas. Nous n'avons aucune raison d'être là, et nous devons nous renforcer dans l'univers des vins des haut de gamme. Alors, la chose qui est très positive, c'est que déjà, toutes nos maisons gagnent en réputation. Regardez dans n'importe quel guide, tous les guides des vins français, étrangers, nous donnent des notes de plus en plus encourageantes. Et ça, c'est bien. L'image la plus impressionnante, c'est celle de Lançon, où le chef de cave était arrivé, déjà Hervé Dantan était arrivé avant le nouveau management, mais la combinaison des deux fait des étincelles. Voilà. Nous devons en effet faire face à l'augmentation considérable du prix du raisin. La vendange 2022 a connu un surcoût de l'ordre de 10%, qui n'était pas d'ailleurs demandé par nos amis les vignerons. C'était plutôt le grand collègue qui domine le marché du champagne qui a proposé des hausses de prix importantes pour gagner davantage de livreurs de raisins. Et donc, bien entendu, pour préserver nos approvisionnements, nous sommes obligés de nous aligner. La deuxième préoccupation, évidemment, ce sera la flambée des taux d'intérêt. J'en ai parlé, c'est une préoccupation, mais malgré tout, nous avons confiance. En effet, je le disais, la qualité des vins est de plus en plus reconnue, l'image de nos maisons est de plus en plus reconnue, et nous avons quand même la possibilité, grâce à cette qualité, de générer l'acceptabilité de nos prix. Et puis, enfin, nous avons des équipes, globalement, des équipes formidables qui se battent chacune sur leur créneau, et c'est pas facile. Nous n'avons eu qu'une déception en matière d'équipe cette année, je l'ai déjà dit, mais l'ensemble des autres équipes a fait un très bon boulot. Donc je tiens à les en remercier et à les féliciter en même temps que je m'adresse à vous. Voilà, et maintenant, je vais les appeler un par un. Pour la maison Lançon, à tout seigneur, tout honneur, j'appelle François Van Hal, la maison Lançon qui se trouve à Reims ici. Bonjour à tous. Vous pouvez découvrir derrière moi le chai-bois de la maison Lançon,
qui accueille dans ses foudres une partie des vins de réserve qui rentrent dans l'élaboration de nos assemblages, mais aussi les vins clairs issus du Clos Lançon qui font leur première vinification en fût de chêne. Cet endroit symbolise l'essence même de ce que nous nous attachons à faire au quotidien sur les Champagnes Lançon, résumé en un mot, la qualité. Cette recherche continue de qualité des vins nous permet d'asseoir notre stratégie de croissance de la valeur qui est au cœur de tout ce que nous entreprenons chez Lançon. Le lancement réussi en septembre 2022 de la nouvelle proposition Prestige Noble Champagne sur le millésime 2004 est le meilleur exemple de ce que Lançon est capable de proposer avec succès sur la scène des cuvées très haut de gamme de Champagne. Nous nous trouvons maintenant dans la cuverie parcellaire de la Maison Lançon. Cette cuverie est destinée à permettre au chef de cave du Champagne Lançon, Hervé Dantan, que je salue, de piloter des assemblages de précision en identifiant et séparant certains crus d'exception qui deviendront pour la plupart des cuvées prestige de la gamme Lançon. Cette cuverie de dernier cri, qui représente un investissement significatif, peut symboliser un des piliers de la stratégie du Champagne Lançon, l'ambition. Tous les collaborateurs de la Maison Lançon sont unis autour d'un esprit de conquête ambitieux qui cherche à donner au Champagne Lançon la place qu'il mérite, un vin reconnu pour sa qualité, mais aussi pour son image, depuis 263 ans. En 2022, les marchés comme les États-Unis, l'Australie, le Japon, l'Allemagne, mais aussi bien sûr l'Angleterre, marché historique principal de Lançon, ont tous montré des croissances très encourageantes. Nous avons préparé l'ambition 2023 avec un sens de la courbe identique, une accélération de la valeur à travers les hausses de prix significatives et un mix produit-marché favorable. Pour finir, nous sommes maintenant au cœur des caves historiques Lançon, dans le caveau Œnothèque qui abrite les plus vieux millésimes de la Maison Lançon, remontant jusqu'à 1904 pour les plus anciennes bouteilles. Seul le chef de cave en possède les clés. Ces bouteilles n'ont pas de prix, on n'achète pas le temps. Ces vieux millésimes des plus belles années du XXe siècle sont un clin d'œil sur l'équilibre entre le passé, le présent et le futur que représente la Champagne. La tradition et l'histoire d'un côté, la créativité et la modernité de l'autre. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement, dès l'été 2023, de notre nouvelle offre multimillésime Lançon, le Black Création 257, correspondant au 257e assemblage du brut multimillésimé depuis la naissance de la maison en 1760. Tous les ans, une nouvelle création, une ouverture unique pour expliquer le vin en parlant plus précisément de la vendange de l'année, mais aussi des vins de réserve et de ses nombreuses caractéristiques. Toutes ces innovations sont en cohérence avec nos valeurs dans le domaine de l'environnement, retranscrites dans une vision RSE claire, des terroirs, des hommes, des vins. La Maison Lançon est l'un des premiers domaines français et le premier Champagne à avoir rejoint le programme IWCA, International Wineries for Climate Action, devenant ainsi une référence en matière de développement durable. Un engagement qui a conduit d'ailleurs à la réalisation de son bilan carbone et la mise en œuvre d'une stratégie bas carbone. À Reims également, nous procédons la maison Chanoine Frères. Mais comme vous le savez, je viens d'expliquer, nous avons eu des changements, donc j'ai chargé précisément François Van Hal de prendre cette maison sous son aile pour réorganiser sa gouvernance. Alors, pour la maison Philippona, qui se trouve ici, à Mareuil-sur-Ailly, en bordure de la Marne, eh bien, j'appelle Charles Philippona. Chez Philippona, la famille a 500 ans en Champagne, et surtout dans les années les plus récentes, notamment depuis que j'en ai repris la direction il y a 23 ans, la qualité a toujours été au centre de nos motivations. Nous sommes installés dans les premiers crus et les grands crus, à Ailly et Mareuil-sur-Ailly, et c'est là que nous développons nos vins, avec l'ambition de les faire les meilleurs possibles, de leur donner la plus grande notoriété possible et de leur donner la meilleure valorisation possible. Aujourd'hui,
Et nous continuons à avoir les mêmes ambitions qualitatives. Notre défi actuel, c'est de continuer à développer nos approvisionnements au même niveau de qualité, toujours en premier cru et grand cru. Nous avons eu la reconnaissance ultime cette année d'obtenir 3 étoiles au fameux guide vert de la Revue des vins de France, qui est pour nous la reconnaissance suprême. Nous n'avions aucune étoile en l'an 2000. Donc en quelques années, en 20 années, c'est pas beaucoup en Champagne, nous avons réussi à nous faire reconnaître par les meilleurs critiques. De la même façon, cette année, Béthane et De Sauve, peut-être les meilleurs critiques de vin en France, ont fait de nous la maison de Champagne de l'année. Nous ont appelés des génies du vin. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais ça fait plaisir de voir que tout le travail qu'on a fait depuis tout ce temps est reconnu et nous aide à poursuivre la destinée de la maison vers toujours plus de qualité et toujours plus de valorisation pour nos actionnaires. Depuis 500 ans, nous avons constitué un patrimoine qui est notre richesse aujourd'hui. C'est évidemment notre vignoble. Ce sont les 22 hectares de vignes que nous cultivons. C'est le magnifique Clos des Goisses à Mareuil-sur-Ailly, avec ses escaliers, avec ses terrasses. Et très bientôt, ce sera aussi notre nouveau centre viticole et notre nouveau chai que nous construirons juste au bas du Clos des Goisses et qui sera un centre modèle dans lequel nous pourrons continuer à montrer le meilleur de notre savoir-faire. Toujours à Épernay, pour la maison Boiselle, je demande à Florent Roch de nous parler de sa maison. Bonjour à tous, je suis ici au cœur de la maison Boiselle, maison historique à Épernay. Nous sommes situés sur l'avenue de Champagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015 et haut lieu du tourisme champenois. Nous avons d'ailleurs ouvert, depuis notre rénovation en 2017, l'atelier 1834, lieu de découverte et de dégustation de nos cuvées. Et nous proposons également des visites de caves aux amateurs du monde entier afin de leur faire découvrir nos caves historiques et notre trésor et ses fameux millésimes 1834. Le cellier où je me trouve est également le lieu où nous élaborons nos vins. Ils sont issus de notre vignoble maison qui est certifié haute valeur environnementale depuis 2020 et également et surtout des raisins de nos fidèles partenaires vignerons qui sont aussi de plus en plus nombreux à se faire certifier. En 2023, la maison Boiselle poursuit son renouveau engagé il y a quelques années grâce à de nombreux projets. Tout d'abord, nous dévoilons le travail effectué patiemment depuis 5 années dans nos caves sur nos assemblages afin d'en affiner la personnalité et le style de nos vins. Grâce à une proportion de vins de réserve augmentée dans nos assemblages, un travail d'une partie de ces vins de réserve sous bois, notamment dans les foudres qui se trouvent derrière moi, et à une baisse maîtrisée de nos dosages pour une expression plus précise de nos vins. Deuxièmement, nous allons accompagner l'évolution de nos vins par une nouvelle identité de marque ainsi que de nouveaux habillages plus premium afin de construire une identité plus forte, mais toujours dans le respect des fondamentaux historiques de la maison et des valeurs familiales. Enfin, 2023 sera l'année de mise en lumière de notre joyau dans son millésime 2008 grâce à un nouvel habillage, à un nom épuré et surtout à un changement de distribution et un positionnement clair dans le monde des grands vins grâce au partenariat établi via la place de Bordeaux avec 5 négociants historiques bordelais. Ce changement appuiera également nos efforts de développement de la présence de notre marque à l'exportation. Et toujours à Épernay, de l'autre côté de l'avenue de Champagne, pour la maison de Venoge, je passe la parole à Gilles de la Bastière. La maison de Venoge a été fondée en 1837 et se situe aujourd'hui au 33 avenue de Champagne, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel de Venoge a été réalisé par l'architecte Charles Blondel en 1898 et comporte de nombreux éléments exceptionnels. On peut parler tout d'abord du jardin, dessiné par Édouard Redon, mais également on peut parler du vitrail exécuté par Gruber en 1921. Enfin, la statue de Louis XV, signant l'arrêt du 25 mai 1728, autorisant la mise en bouteille des vins de Champagne. C'est l'acte de naissance du champagne, réalisé par le sculpteur péruvien Juan Carlos Carrillo en 2022. Mais ce n'est pas seulement un patrimoine immobilier, c'est également un patrimoine historique de la Champagne, mais également une vignothèque exceptionnelle avec plus de 15 000 bouteilles des années 70, 80 et 90.
Ce patrimoine exceptionnel nous oblige d'une certaine manière à une qualité exceptionnelle, qui se traduit tout d'abord par un style unique, alliant fraîcheur et complexité, mais également par une bouteille spéciale, en forme de carafe, réalisée en 1854 pour la famille royale de Hollande, qui rend les cuvées des Princes et le Louis XV uniques. Les notes obtenues chez Robert Parker du Wine Advocate ou chez James Suckling témoignent de cette qualité exceptionnelle. Ce patrimoine et cette qualité exceptionnelle ont permis à l'image de la maison de progresser à travers les siècles. Cette image a encore progressé en 2016 avec la création du premier site œnotouristique d'une maison de Champagne, 4 suites, un appartement, une boutique, un bar, permettant aux visiteurs de vivre l'expérience du Champagne de Veneuge. C'est aussi notre statue de Louis XV qui comporte un deuxième fauteuil en bronze permettant aux visiteurs de trinquer avec le bien-aimé. On peut dire que c'est la première statue instagrammable au monde. Comme vous le savez, nous sommes largement présents à Épernay, qui se trouve également sur la Marne. Et pour la maison Besserat de Belfond, je demande Nathalie Doucet. L'année 2022 aura incontestablement été marquée par la montée en puissance de la maison, élue maison de l'année pour son retour au premier plan lors des trophées champenois. Cette magnifique récompense nous incite à persévérer dans cette quête de reconnaissance pour pouvoir rayonner en France et à l'international. L'année 2022 aura également mis en lumière l'incroyable potentiel de garde de nos grands vins avec la sortie de notre réserve collection et ses 4 fabuleux millésimes, le millésime 85, 86, 90 et 92. Ces millésimes ont été publicités non seulement par le public, mais par la presse du vin et ont obtenu de très belles récompenses, ainsi que l'ensemble de notre gamme. En 2023, nous avons beaucoup de beaux projets. Tout d'abord, changement de millésime pour notre cuvée biologique, le triple B, Besserat de Belfond bio. Nous allons passer du millésime 2013 au millésime 2015. Millésime 2015, année très chaude, procurant richesse et puissance, gage d'un grand vin. Cette année, nous allons surtout célébrer les 180 ans de la maison. 180 ans d'une histoire riche où le savoir-faire, la tradition, la qualité ont fait entrer notre célèbre cuvée des moines sur les plus belles tables du monde. 180 ans d'un processus unique et singulier en Champagne, avec une sélection des meilleurs vins qui a permis de concevoir un champagne suffisamment léger pour accompagner tout un repas. Ainsi, nos précieux flacons reposent de longues années dans nos caves profondes et fraîches, favorisant le développement d'une monce onctueuse et persistante. Nous célébrerons tout au long de l'année les valeurs de la maison, créée en 1843, son élégance à la française, un style assumé, une certaine audace. 2023 marquera également le début des travaux de notre futur siège au cœur de la capitale du Champagne Épernay. Ce nouvel écrin sera un formidable outil de travail pour les équipes, de promotion et de communication. Il reflètera l'univers bébé et sera une judicieuse conjugaison entre le passé avec une touche de modernité. Pour conclure, notre stratégie de valeur et d'image, initiée depuis bientôt 3 ans, tous nos beaux projets et notre dynamisme vont nous permettre de renforcer notre présence dans les réseaux sélectifs, aussi bien en France qu'à l'international. À Épernay, nous avons aussi la maison Burtin, très discrète mais grande maison, dirigée par Frédéric Olivard. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sous le château des Archers, où Maison Burtin est installée depuis la fin des années 50. C'est ici, au cœur d'Épernay, sur un domaine de 2,5 hectares, que nous élaborons et faisons vieillir toutes les cuvées que nous proposons. L'année 2022 a été une année très satisfaisante sur le plan économique. En grande distribution française et dans un contexte très concurrentiel, nos équipes commerciales ont poursuivi le retournement spectaculaire de Champagne Alfred Rothschild et compagnie. Enfin, le déploiement de la marque s'amorce en Europe avec de très jolies performances en Suisse et en Allemagne. 2022 est également une année très importante pour Maison Burtin. Nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire avec le lancement de Champagne Hommage à Gaston Burtin. Cette gamme nous permet d'exprimer notre savoir-faire et notre style singulier, tout en rendant hommage à notre fondateur, un homme brillant, hors norme, qui a marqué notre région de son empreinte et dont la devise était « Oser et savoir se taire ». Les champagnes hommage à Gaston Burtin sont présentés dans un habillage chic, élégant, discret, à l'image de notre fondateur.
Sur le plan œnologique, nos vins répondent à une forte exigence en termes de qualité et de style, et nous la communiquons en toute transparence sur la contre-étiquette. La gamme comprend 4 cuvées, un brut, un rosé, un blanc de blanc millésime 2017 et un vintage 2014. Elle perpétue un style qui nous est propre, fraîcheur, élégance et un joli fruité. Les champagnes hommage à Gaston Bretin étaient fin 2022, déjà distribués sur 6 marchés. En 2023, nous compléterons notre gamme avec le lancement d'une cuvée extra brute. Alors pour le domaine Alexandre Bonnet, qui se trouve dans l'Aube, tout à fait à l'extrême sud de la Champagne, au Risset, j'appelle Arnaud Fabre. Alexandre Bonnet est un domaine de 47 hectares en exploitation, dans le village des Rissets, le cru le plus prisé de la Côte des Bars, dans le sud de la Champagne. Notre viticulture est certifiée HVE et VDC depuis 2015, et cette année, la moitié du domaine, une vingtaine d'hectares, va être menée en agriculture biologique. Depuis 2017, nous élaborons des vins de récoltants manipulants, que nous avons lancés sur le marché il y a 18 mois. Pendant cette première période, nous avons ouvert 11 pays à l'export, et nos vins sont présents sur une trentaine de tables étoilées autour du monde. En ce moment, notre champagne rosé est à la coupe au restaurant gastronomique du Crillon à Paris. Nos bâtiments sont situés dans la partie 18e du village des Rissets. Cette année, nous démarrons un programme d'investissement important pour mettre à jour notre outil de production à la hauteur des ambitions du domaine. En 2022, nous avons atteint nos objectifs tant en volume qu'en création de valeur. En 2023, nous comptons doubler cette performance. Cette année doit voir l'envol du domaine. Pour y contribuer, nous allons également lancer 2 nouvelles cuvées parcellaires pour continuer à explorer les différentes contrées du domaine. Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, merci pour ces belles images que vous nous donnez de vos maisons et pour les projets qui sont en route. Vous voyez, chers actionnaires, que nous attaquons l'année 2023 avec beaucoup d'ambition. Nous savons qu'il y a des incertitudes, mais nous sommes déterminés, nous avons une équipe de qualité. Des équipes de qualité, devrais-je dire. Donc, saluons la performance 2022 et je lève mon verre à celle de 2023. Cheers!